Pour cette présentation. On va maintenant accueillir le cher Atré, directeur de l'ONG Agel au Sénégal, et Magali, directeur de l'ONG Causetrat. Ce qui est très intéressant, c'est que le Sénégal est en train de lancer une politique après couverture maladie universelle, donc en pleine réflexion sur cette stratégie de couverture universelle en santé et de ce qu'il y a à l'intérieur. Et jusque-là, c'est plutôt la compilation d'un certain nombre de politiques de gratuité verticales en silos comme on les a connues. En particulier, il y a eu le plan Sésame pour les personnes âgées. Je vais laisser tout de suite la parole. Je vais vous présenter très rapidement les politiques de gratuité des soins à destination des personnes âgées qui ont été créées depuis en 2006 au Sénégal. Donc, très rapidement, je vous dire que selon la définition de l'OMS, on a destiné les personnes âgées à plus de 65%. Mais au Sénégal, comme je dis, les réalités sociologiques, socio-économiques, voilà, on reconnaît que les personnes âgées, la tranche d'âge qui concernait les personnes âgées, commençait à partir de 60 ans. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, au Sénégal, il y a aussi une évolution de certains indicateurs. L'espérance de vie qui était de 45 ans en 1950 a évolué vers 56 ans en 2010 et 63% sont attendus pour 2015. De même que les de la population. Aujourd'hui, nous avons 7% de la population qui est jugée personne âgée, et nous estimons que d'ici 2015, nous serons à 11% de la population qui aura atteint 60 ans. Alors, aujourd'hui, la population des personnes âgées du Sénégal est estimée à 7% de la population, donc 650 personnes. Et de ces 650 personnes, seulement 30% de la population des personnes âgées est prise en charge soit par l'IRES, qui est, l'Institut de prévoyance maladie, qui prend en charge les personnes retraitées du secteur privé, mais aussi par le Fonds national de retraite, qui prend en charge les personnes retraitées de la fonction publique. Mais vous le savez, 90% des personnes âgées n'ont pas de couverture maladie aucune. Alors, la prise en charge se fait aussi bien pour les personnes du système privé que par les personnes qui sont au gouvernement, au niveau des institutions en forme de centre médico-social, mais aussi des infirmeries régionales de l'IPR. J'ai parlé de société l'IPR. Au niveau, comment dirais-je, du corps de retraite, qui prend en charge les fonctionnaires, c'est essentiellement au niveau des forces médico-sociales, mais aussi la prise en charge est appuyée aussi dans d'autres structures publiques du Sénégal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'avant tout cela, il y avait des problèmes liés à l'accessibilité des personnes âgées à des services de santé, aussi bien au niveau central qu'au niveau des centralités. Donc, il y avait une faible accessibilité des personnes âgées aux hôpitaux, parce que tout simplement, personne ne prenait en charge justement l'hospitalisation, de consultation, et d'autres charges relatives à notre santé. Mais aussi, il n'y a que dans le milieu, comment dirais-je, rural, ou bien même dans 70% de cette population ciblée, aucune prise en charge n'est bien assurée. Là, comme vous le voyez, c'était tout simplement une sorte de volonté politique du président précédent. Et je vais revenir sur ça. Très souvent, notre président font de bonnes choses. Est-ce que c'est simplement pour des visées politico-politiciennes, pour s'assurer sur l'intérêt de la bonne grâce des populations qui votent, ou bien simplement est-ce que ça veut changer? Et en tout état de cause, on se rend compte que ça a été quand même une très bonne chose qui a été faite par justement le président Philippe.
inclus dans la gratuité, les implants ne sont pas aussi pris en charge pour la mauvaise manière que les lunettes. La prise en charge, ça veut dire avant qu'une personne ne soit prise en charge par le candidat, il est important que cette personne dispose d'une carte nationale d'identité numérique. Donc c'est une des principales, comment dirais-je, conditions. Alors à un certain moment, vous dire que l'idée était aussi que la personne non seulement dispose d'une carte nationale d'identité, mais qu'elle dispose aussi d'une carte d'électeur. Mais très vite, les gens sont revenus sur la carte d'électeur qu'ils ont conservée de la carte nationale d'identité. Alors, là, le lancement, c'était au niveau des outils, je vais passer rapidement sur ces slides-là, pour dire simplement que le plan avait pour ambition, le plan déjà, dans la mise en œuvre du plan déjà, il y a eu un budget qui avait été estimé à 2 milliards de francs, mais que malheureusement, l'ensemble du budget n'a pas pu être mis en place. Donc il y a eu des déficits. Et ce déficit, nous allons voir qu'est-ce que ça nous a créé comme effet pervers. Alors, cet effet pervers, c'est quoi? C'est que nous avons trouvé que l'information n'était pas complète. Y compris les personnes âgées. Il y a une immédiatisation du plan. C'est ça, ce qui fait qu'il y a eu un rush au niveau des structures de santé qui n'étaient pas préparés justement à recevoir enfin cette personne-là, cette population de personnes. Ce rush a entraîné une surconsommation de médicaments. Et cette surconsommation de médicaments et cette surconsommation de services a appauvri quelque part beaucoup d'hôpitaux. Ce qui a créé justement, quelque part, on a réglé un certain problème, mais d'autre part aussi, on a créé un déséquilibre dans la gestion de ces hôpitaux. L'autre aspect aussi, c'est que les populations ciblées n'étaient pas très informées. Certains venaient parce qu'ils avaient des problèmes oculaires, ils avaient venu les médecins, ils n'étaient pas informés que le professionnel les prenait en charge. Et donc, ça a créé une sorte de frustration, ça comme d'autres services qui n'étaient pas offerts par le centre. Quand on mettait en place ce centre-là, le personnel médical n'était pas formé sur la fonctionner les informations, comme on le fait pour des spécialistes de la matière, de la généalogie, ce n'est pas vous savez, nous n'avons pas beaucoup de géniales, nous n'avons pas beaucoup de généalogie, de géniales. Donc il y a très peu. Il y a très peu d'individus qui étaient formés dans ce domaine. Et encore besoin d'en analyser. Et je sais qu'aujourd'hui, la majeure partie des médecins qui recevaient les personnes âgées faisaient parfois une sous-culture prescription. Étant censé présenter beaucoup de pathologies, on mettait beaucoup de médicaments, beaucoup d'examens, et finalement, ça veut dire qu'il y avait une surmédicalisation de la prévention. L'autre aspect aussi, c'est que compte tenu de l'intérêt, compte tenu de l'intérêt que ça suscitait, il y avait aussi le fait qu'il y avait une surprescription. C'est quoi la surprescription? C'est que les hôpitaux aussi prescrivaient beaucoup de services parce que les hôpitaux voulaient gagner beaucoup plus d'argent. Prescrivaient l'IRM, prescrivaient beaucoup de médicaments. Et ceci aussi a fait que, très souvent, ça a beaucoup affaibli ce plan social. La répression, et les personnes âgées et aînées qui vivaient en milieu urbain bénéficiaient beaucoup plus que celles personnes qui vivaient en milieu rural. Très rapidement, je ne vais pas continuer parce que le temps est fini pratiquement, mais je voulais simplement revenir sur quelque chose d'extrêmement important, c'est sur cela qu'il faut intervenir de suite. Le système de gratuité des soins doit reposer sur un système de santé très performant. Malheureusement, les systèmes de santé ne sont pas performants. On a plus souvent l'habitude de vouloir mettre en place des systèmes de gratuité parce que tout simplement aujourd'hui partout dans le monde on parle de gratuité, la couverture maladie universelle, mais parce qu'on veut trouver des questions politiques réglées, ces questions-là en fait de parvenir à un électorat qui peut-être va remplacer une chance de réunir. Mais en fait, il faut répéter cette chose extrêmement importante. Aujourd'hui, il y a une détermination des programmes de santé. Ce n'est pas la détermination des programmes de santé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une
dans la circulation des gouvernements, des ministères de l'Intérieur inconnus l'ensemble des programmes, de gérer eux-mêmes ces programmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une multitude de donateurs. L'ensemble des donateurs viennent avec leur conséquence, viennent avec leur priorité, viennent avec les régions dans lesquelles ils peuvent intervenir. Lorsque les donateurs viennent déstabiliser un système qui est réel. Nous avons vu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, il n'y a que beaucoup d'ONG aujourd'hui se mettent à la place des États. Vous connaissez le système, par exemple, d'appui au gouvernement, excusez-moi de militariser pour nos citoyens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que les programmes de santé, les jeunes pratiquants de santé et de la reproduction sont détenus par des ONG. C'est des ONG qui viennent, qui amènent le personnel, qui font des formations, qui font des activités de suivi, qui orientent les programmes, où est les Si, vous avez des programmes qui sont tout à fait différents. Nous avons tous parlé du Fonds mondial. Le Fonds mondial, et puis c'est le Fonds mondial. Le Fonds mondial vient aussi toujours à saucissonner les programmes. Donc je trouve que maintenant, la mission régalienne de l'État, dans la gestion des programmes, elle n'existe plus. La qualité des élus n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une démotivation du personnel. Si le personnel qui est démotivé, ne veut pas plus de prix, n'a plus de très bonnes conditions de travail, il n'y a plus d'équipements qu'il faut, il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les ONG, il va dans les structures publiques. Tout de suite, j'ai entendu quelqu'un parler du partenariat public-privé. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, le partenariat public-privé. Et à côté du partenariat public-privé, on nous parle de la contractualisation des services publics. Mais aujourd'hui, la majeure partie des médecins qui sont dans le service public travaillent dans des services privés. Vous venez pour voir un médecin spécialiste dans une structure publique, qu'est-ce qu'il vous fait? Il ne vous donne pas le service, il vous donne un rendez-vous dans un service privé. Et vous allez là-bas, vous allez payer beaucoup plus cher. Et ceci, ça se passe comme ça. Je voulais bien revenir sur tous ces aspects, mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je me remercie.